bonsoir à tous et bienvenue à la première rencontre du cycle de conférences consacrée aux 7 piliers de la pensée du judaïsme massorti. Mon nom est Ethan Chikli, je dirige aujourd'hui Massorti France et nous sommes enchantés de votre présence si nombreux parmi nous ce soir et j'espère que vous ressortirez de cette soirée inspirés et enrichis de notre intervenant. Avant d'introduire notre invité, je voudrais replacer les deux cycles de rencontres qui commencent ce soir et la semaine prochaine, un sur les 7 piliers du mouvement Massorti, un autre sur un atelier sur la Kabbalah de Shabbat, dans un cadre plus large lié à l'initiative de Massorti France d'établir l'année prochaine une école de cadres spirituels, éducatifs, communautaires, destinée à tous ceux intéressés à créer et renforcer un judaïsme moderniste, ouvert et pluraliste, dans la troisième plus grande communauté juive du monde, celle du judaïsme français. Les deux cercles d'études que nous initions sont pour nous un banc d'essai, un moyen d'élargir le cercle de nos connaissances et de contacts, un moyen d'améliorer notre communication avec ceux qui sont sensibles et intéressés par notre démarche. Une ouverture par laquelle nous vous invitons à nous contacter et nous suggérer aussi des idées auxquelles nous n'avons peut-être pas pensé. J'ai inscrit dans le chat de notre groupe de cette soirée mon email et je vous invite tous à être en contact avec moi si cette idée d'école de cadre vous interpelle, soit comme élève potentiel, soit comme intervenant potentiel. Et quelques petites remarques techniques avant de donner la parole à notre conférencier. Cette rencontre est enregistrée et sera mise à la disposition des différentes communautés massorties de France et sur YouTube. Tous ceux intéressés à poser des questions à notre conférencier sont et seront invités à les écrire, à me les transmettre sur le chat. Et moi, je les transmettrai en votre nom ou je les poserai en votre nom à notre conférencier à la fin de sa présentation. L'intervention du rabbin Krieger se divisera en deux parties. Tout d'abord, une présentation de 45 à 50 minutes, à la suite de laquelle on ouvrira en fait ce dialogue, vos observations, vos questions et ses réponses. Voilà pour l'introduction. Et c'est maintenant avec un énorme plaisir que je veux vous présenter l'intervenant de ce soir, mon ami et mon maître et mon compagnon d'études, le rabbin Rivon Krigier, avec lequel nous avons partagé le banc d'études à l'Institut Schechter de Jérusalem dans les années 1987-1991, rabbin fondateur du mouvement Massorti de France, transformateur de la communauté Adat Shalom en communauté Massorti, diplômé de l'école rabbinique de l'Institut Schechter à Jérusalem, docteur en sciences des religions, auteur de nombreux livres dont Si Dieu sait l'avenir, sommes-nous libres d'agir, la Haggadah aux 4 visages avec les illustrations et les peintures de Garoust, et tout récemment son tout dernier livre, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme, que j'espère que vous connaissez tous, et sinon voilà, je fais la publicité pour lui. Voilà, après cette courte introduction, Rivon, je te laisse la parole et je te souhaite une bonne soirée. Enrichis-nous. Merci Ethan, je nous souhaite à tous une bonne soirée de réflexion sur un sujet qui nous tient à cœur parce que euh, un certain nombre d'entre vous, j'en suis sûr, ont déjà entendu parler du mouvement Massorti, ne fût-ce que parce qu'ils appartiennent ou ont fréquenté des communautés de ce type. La vérité, c'est que ce concept reste largement ignoré encore à l'heure d'aujourd'hui en France et que même bon nombre de nos membres, qui pourtant fréquentent régulièrement nos communautés et nos cours, n'ont jamais eu l'opportunité de, d'étudier ou de comprendre de manière un peu plus approfondie ce que ce mouvement de pensée et d'action recèle. Et je voudrais essayer de vous convaincre aujourd'hui que le courant Massorti est un des grands courants du judaïsme et qu'il a un certain nombre de messages qui sont
je le crois, d'une opportunité et d'une pertinence urgente. Euh, alors pourquoi ma sortie, c'est un concept un peu énigmatique. D'abord, le terme, bien sûr, est en hébreu. Alors quand on n'est pas hébraïsant, on a un petit peu de mal, mais c'est aussi l'intérêt. C'est que nous pouvons y glisser le contenu que nous souhaitons lui injecter. Ma sortie, ça veut dire, en hébreu moderne, traditionnel ou traditionnaliste. Certains disent massorati au lieu de massorti pour désigner qu'il s'agit d'un courant d'idées et pas simplement d'une adhésion à la tradition, mais en France, nous avons adopté le vocabulaire courant israélien et ça correspond au terme même que s'est donné le mouvement quand il s'est développé au cours du XXe siècle aux États-Unis principalement, en Amérique en général, sous l'appellation de conservative. Conservative sous-tend l'idée d'un attachement à des valeurs, donc des valeurs traditionnelles. Et c'est pour ça que quand le mouvement israélien s'est implanté, le mouvement s'est implanté en Israël, il a choisi le terme de ma sortie et cette appellation est largement partagée aujourd'hui dans le monde et même il est question déjà de l'appliquer de manière globale à l'ensemble du mouvement. Alors qu'est-ce que l'on sait de manière habituelle de ce mouvement? On dit ben, c'est un courant qui est situé entre le vaste archipel de l'orthodoxie et celui de la réforme. Donc, un courant intermédiaire. Ça ne dit rien sur sa définition. D'autres disent, bah oui, ça fait partie des courants non orthodoxes. Alors, orthodoxe, l'inconvénient de ce type de définition, c'est que orthodoxe, c'est une manière de se définir par opposition à d'autres, alors qu'en réalité, nous avons aussi quelque chose de positif à faire valoir. Pendant de nombreuses années, ce mouvement développé aux États-Unis ne ressentait pas trop le besoin de se définir parce que c'était les années de gloire, c'était un temps d'apogée. Dans les années 50-60 du XXe siècle, on évalue à près de 2 millions le nombre de membres des communautés dites conservatives sur 6 millions de juifs américains, ce qui est considérable. Il faut se souvenir qu'à cette époque, le jeune État d'Israël vient à peine d'être créé. Il n'y a pas encore 1 million de juifs qui vivent en Israël. L'Europe sort de la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement conservatif est à son apogée et il est installé confortablement sur le fait que beaucoup de juifs qui sont arrivés en Amérique veulent s'intégrer, ont tendance à abandonner des codes de la religion. Ceux qui vont les plus loin, c'est les réformistes. Ceux qui sont les plus conservateurs dans ce mouvement d'intégration, ce sont les conservatifs, d'où un peu l'ambivalence du terme. Le terme conservative marque un frein par rapport à une réforme plus accélérée, mais en fait, nous allons le voir aujourd'hui, c'est en réalité aussi un courant moderniste, comme l'est la réforme, mais bien sûr avec des nuances que j'aurai l'occasion d'apporter. Euh, alors, si on doit être honnête, et on veut être honnête, certains, par propagande, en restent encore sur cette success story, si c'en est une parce que, en fait, il s'agissait surtout d'un phénomène de société, mais dans les décennies qui ont suivi, eh bien, on assiste à une lente régression qui finit par s'accélérer et on peut considérer aujourd'hui, du point de vue du nombre, que le mouvement Masorti Conservative est en crise majeure. Il est en diminution significative et je vais essayer d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du peuple juif dans l'ensemble de la carte qui se redessine aujourd'hui. Quand je dis une crise majeure, je ne suis pas en train de dire qu'il est agonisant,
Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas de ressources. Je pense au contraire qu'il porte une vision d'avenir et un idéal qui est plus que jamais d'actualité et de haute nécessité. Mais il faut voir les choses en face. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur du peuple juif et quel rôle particulier le mouvement Massorti peut remplir dans cette configuration. C'est Nietzsche qui disait que les grands événements avancent à pas de colombe. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des choses qui bougent parfois très très lentement avant d'induire de véritables modifications. Il y a des préjugés, des myopies, de l'ignorance qu'il faut vaincre. Alors, je vais commencer par un peu d'histoire pour que l'on comprenne comment est né le mouvement Massorti, quelle est sa vocation et pourquoi il en est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre que le grand mouvement de modernisation du judaïsme a commencé avec la réforme. Mais pas la réforme juive du 19e siècle, mais, pardon, avec la réforme protestante qui éclate au XVIe siècle. A priori, ça ne concerne pas les juifs, mais ce qui se passe dans l'histoire de l'Occident, c'est que on voit se mettre en place une contestation de l'autorité de l'Église. L'Église qui était pendant tout le Moyen Âge très très dominante, qui avait un pouvoir considérable et même un certain pouvoir politique, tout à coup se voit contester dans son autorité. On en vient à dire qu'il faut revenir au texte, que les fidèles sont capables de se déterminer par une étude directe au texte et à partir de leur foi, et qu'il y a un abus d'autorité et de pouvoir de l'Église. Alors, je ne refais pas toute l'histoire, mais du point de vue des mentalités, c'est ce qui a donné naissance au fameux mouvement des Lumières, qui apparaît ensuite, en particulier à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle. XVIIe siècle, on songe à Descartes et Spinoza, qui ce sont deux philosophes qui introduisent, mais ils ne sont pas les seuls, des notions d'indépendance et d'autonomisation par rapport à la religion. Ils jouent un rôle très très important. Et puis le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, voit véritablement toute une idéologie se mettre en place dans laquelle on dit finalement la source de l'autorité pour décider des valeurs, ce n'est pas la révélation, ce n'est pas la religion, c'est la raison humaine. Les hommes sont suffisamment dotés pour avoir un sens critique, pour avoir un sens moral. On est encore à cette époque-là déiste et théiste, on croit encore que la morale est fondée parce que Dieu existe et que sans Dieu, cette morale ne peut pas avoir de base solide, mais naît tout un mouvement dans lequel l'autonomie humaine, la rationalité joue un rôle très important. On le voit en sciences aussi, les sciences, la mécanique céleste de Newton, enfin plein de choses qui se développent et qui vont dans le sens de l'idée qu'on peut expliquer le monde sans Dieu et surtout sans la Bible, où on voit qu'on commence à voir que, je pense à Darwin, à l'évolution des espèces, que on découvre, on conçoit en science un tas de choses où l'idée de Dieu est encombrante, où des récits bibliques apparaissent de plus en plus contestables. Bon, tout ça, c'est très très important parce que ça bouleverse complètement les, les mentalités. En politique aussi, il se passe beaucoup de choses, et là je vais très très vite sur l'histoire, mais avec les idées de la Révolution française, on en vient à fonder l'idée d'une citoyenneté, on met à bas les droits du monde de l'Ancien Régime, de la noblesse et du clergé. Ça conduira à la séparation de l'État et de la religion. Hein. Il faut bien se rendre compte aujourd'hui que si
un individu, si une femme peut divorcer par son initiative et faire valoir un certain nombre de droits, si elle peut hériter comme un homme, tout ça n'était pas gagné sous l'Ancien Régime, y compris bien sûr dans les communautés juives religieuses où c'était les conceptions rabbiniques qui dominaient. J'ai pris l'exemple du statut de la femme, mais on pourrait prendre encore des tas d'autres exemples où les rabbins avaient pleine autorité sur la vie des gens, pouvaient infliger des punitions corporelles, des amendes, en fait, imposer la vie religieuse. Tout cela est quelque chose qui progressivement disparaît ou est réduit à peau de chagrin avec le phénomène qu'on appelle celui de la sécularisation, c'est-à-dire l'autonomie, l'indépendance du clergé, des rabbinats. Euh, dans le judaïsme, le mouvement qui se développe en particulier intellectuel au XIXe siècle, c'est l'équivalent des Lumières, on l'appelle la Haskalah. Hein. En Allemagne, c'est l'Aufklärung, mais c'est la même chose. C'est l'idée de cette autonomie. Et ce XIXe siècle qui se dessine est véritablement une plaque tournante qui permet de comprendre pratiquement tous les grands courants du judaïsme qui vont se développer jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Parce que avec la création de l'État-nation, avec la perte de l'autorité euh, des clergés et des autorités religieuses, les Juifs sont maintenant en situation où ils doivent décider de leur destin. Est-ce qu'ils vont maintenir leur identité propre ou ils vont s'intégrer dans les États-nations en perdant leurs caractéristiques, en sachant qu'en Occident, alors la religion dominante est largement le christianisme. Aujourd'hui, on vit dans une société largement déchristianisée, encore christianisée, mais largement déchristianisée par rapport à cette époque. Et cette situation fait que les Juifs cherchent à résoudre tous une équation. Comment ils vont subsister, exister dans le nouveau monde qui est, avec ces nouveaux paramètres qui est en train de se constituer, où on est sorti des ghettos et où l'autorité religieuse ne nous impose plus ses dictats. Alors, certains vont choisir l'assimilation complète. Il y a des grands mouvements de christianisation, et ce n'est pas un cours d'histoire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de juifs qui s'assimilent ou se convertissent au christianisme. C'est là aussi qu'au XIXe siècle naît le mouvement sioniste comme une solution pour résoudre le problème de l'antisémitisme, mais pas de manière religieuse, en disant la religion n'est plus pertinente, et puisque nous sommes à l'heure des États-nations, eh bien, pour que le peuple juif subsiste, on va créer un État laïque, et c'est la naissance du sionisme. Certains vont croire que la solution, elle est sociale, sociétale, le socialisme. Ils vont devenir, par exemple, des bundistes, des communistes, et vont croire que tous les prolétariats du monde vont s'unir, que l'identité juive, c'est maintenant quelque chose de folklorique, de secondaire et d'encombrant, et que c'est en fondant dans l'international socialiste que les juifs vont trouver leur salut. Mais il y en a d'autres qui ont considéré qu'on on pouvait, voire on devait rester juif. Et ont imaginé d'autres solutions. Alors, tout à fait aux antipodes de l'assimilation, qui on trouve ceux qu'on appelle aujourd'hui, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, ceux qu'on appelle aujourd'hui les ultra-orthodoxes. Ceux qui disent l'ouverture vers le monde moderne est extrêmement dangereuse, elle va tuer le judaïsme, elle va tuer le peuple juif, et elle va tuer notre tradition en introduisant des notions étrangères et néfastes. Et donc, ils verrouillent toutes les écoutilles, ils renforcent le ghetto, ils s'opposent à toute innovation, ils forment eux-mêmes, de manière volontaire, des ghettos. Donc, ils essaient de garder leurs tribunaux, de garder leurs écoles, de garder leur langue, et de ne surtout pas s'ouvrir au risque de se diluer à l'extérieur. Avec évidemment
une grande question, c'est comment on entre dans le monde moderne en rupture, euh, dans un enfermement. Est-ce qu'on peut subsister dans cette espèce d'état d'autarcie et d'hibernation? Ben, jusqu'à aujourd'hui, ils ont survécu. Oui, il y a des communautés ultra orthodoxes, mais on peut se poser la question de savoir si cette solution était pertinente pour l'ensemble du peuple juif qui voulait rentrer dans la vie active, qui était tout simplement sensible et aux valeurs occidentales, qui y voyaient quelque chose d'épanouissant et qui ne pouvait pas se retrouver dans un modèle complètement replié sur lui-même. C'est toujours une question d'actualité. Mais entre les ultra-orthodoxes et ceux qui ont choisi d'abandonner d'une façon ou d'une autre leur identité juive, il y a une palette de propositions qui se mettent en place au XIXe siècle. Euh, L'une d'elles, je fais encore une fois court, c'est l'orthodoxie moderne, ou plutôt celle qu'on appelle à l'époque la néo-orthodoxie, dont le grand représentant en Allemagne est le rabbin Shimon Raphaël Hirsch. Lui, sa conception consiste à dire euh, on peut parfaitement rester juif, garder un certain nombre de codes de la tradition. On va parler dans les synagogues, dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire en Allemagne, en allemand, en France, le français, mais on va essayer de garder l'idéologie première. Alors ça a un certain succès auprès d'un certain nombre de juifs. En France, quand vous lisez les livres de Elie Munk, ça correspond un petit peu à cette idéologie. Euh, Évidemment, comme le monde alentour continue à évoluer et a une approche de la vie religieuse qui est beaucoup plus critique, ils sont très forts sur la défensive. Par exemple, Elie Munk, il écrit au XXe siècle, mais il s'oppose à la théorie de l'évolution. Et il dit que les hommes préhistoriques, ce sont en réalité des hommes dégénérés et que ce ne sont pas les ancêtres de l'homme d'aujourd'hui. Il pense, il pense que l'homme s'est dégradé en singe plutôt que le singe ait évolué vers l'humanité. C'est assez stupéfiant de lire ce genre de texte, mais c'est parce que Elie Munk est attaché à la vérité littérale du texte. Et si la tradition dit que nous sommes en 5700 et quelques années, il faut le prendre au sérieux et il va s'arranger toujours pour expliquer qu'on peut comprendre les Écritures tout en gardant le calendrier comme si la création du monde, c'était effectivement, ou la création de l'homme en tout cas, avait commencé il y a 5768 ans. Il ne peut pas admettre que la Bible soit non historique ou en rupture avec des notions de l'histoire. Vous voyez, c'est une façon de vouloir rentrer dans le monde moderne, de l'enjoliver, mais sans en suivre tout un ensemble de conceptions qui sont aujourd'hui portées notamment par les sciences. Alors, il y a une autre approche qui est la réforme du judaïsme. Et là, ça naît aussi en Allemagne. Euh, Au départ, Moïse Mendelssohn en est un peu le promoteur. Il ne veut pas réformer le judaïsme, mais il veut l'ouvrir à la culture ambiante, à la culture allemande. Et dans cette mouvance, certains, notamment des intellectuels, mais aussi des gens qui veulent rentrer dans la société, finissent par dire le judaïsme tel qu'il est véhiculé traditionnellement n'est pas adapté ni à notre mode de vie, ni crédible sur un plan intellectuel, au vu de ce qu'on découvre dans les sciences humaines qui apparaissent aujourd'hui et qui montrent que les civilisations ont une histoire, alors que l'orthodoxie est dans le déni complet de tout cela. Donc, il y a à la fois sur un plan intellectuel
mais aussi parce que les gens voulaient rentrer dans le monde moderne, ils sont en porte-à-faux petit à petit avec un certain nombre de rituels. Alors, j'ai par exemple sous les yeux, vous ne l'avez pas, mais c'est pas grave, parce que vous n'avez pas besoin de le voir, euh, euh, j'ai une déclaration des rabbins réformés qui a eu lieu à Pittsburgh, aux États-Unis en 1885. Mais ce qu'ils font comme déclaration correspond en tout point à ce qui a déjà été décidé en Allemagne dans le mouvement réformiste dans la première partie du 19e siècle. Euh, Qu'est-ce que ça dit dans ce synode? L'intérêt, encore une fois, c'est l'officialisation des principes et le fait que ce mouvement connaît un grand essor en Amérique. Il dit ceci: aujourd'hui, nous acceptons comme obligatoires uniquement les lois morales et nous conservons les cérémonies qui élèvent et sanctifient nos vies, mais nous rejetons tout ce qui n'est pas adapté aux habitudes de la civilisation moderne. Un autre, un autre point dit que les lois telles qu'elles sont pratiquées par l'orthodoxie ne réussissent pas à imprégner dans le juif moderne un esprit de sainteté sacerdotale. De nos jours, leur observance est susceptible de bloquer plutôt que de favoriser l'élévation spirituelle et moderne. Donc, la cache-route, c'est encombrant. Le Shabbat, c'est encombrant. Beaucoup de rituels sont considérés comme vétustes, et également comme laids sur un plan esthétique. Le rituel de la synagogue est jugé comme moins beau, moins harmonieux que celui de l'Église. Et tout ça est modifié. Et puis, un élément très important, nous ne nous considérons plus comme une nation, mais comme une communauté religieuse. En conséquence, nous n'attendons ni un retour en terre d'Israël, ni la reprise des anciens rites, etc., etc. Et puis enfin, nous reconnaissons dans le judaïsme une religion toujours en progrès, une religion qui s'efforce sans cesse d'être en accord avec les postulats de la raison. Là, on retrouve clairement l'esprit des Lumières, c'est l'esprit de la raison, les postulats de la raison qui est devenu le référentiel. On, on, reste une communauté religieuse, mais on abandonne tout cet appareil rituel. Euh, Au milieu du 19e siècle, en Allemagne, alors que le mouvement est en train de se développer et d'apporter une solution, il faut bien l'admettre, le comprendre, pour tous ces juifs qui ne veulent pas s'assimiler, mais qui ne se retrouvent plus du tout dans l'orthodoxie. Euh, il se tient à Francfort en 1845. Là encore, une grande conférence des rabbins réformés. Et à l'ordre du jour se pose la question de savoir si dans les synagogues, on va continuer à prier en hébreu ou si on va introduire des prières en allemand. Mais la question, elle est logique, elle se pose. Plein de juifs commencent à être assimilés, ils ne comprennent plus l'hébreu. Ils vont à la synagogue, ils s'ennuient, ils ne comprennent rien. Euh, mais il y a un rabbin parmi eux, qui est en fait d'origine orthodoxe, mais qui avait été intéressé par le mouvement intellectuel de la réforme, parce que c'était un universitaire. Il disait, oui, il y a des choses qu'il faut modifier, il y a des choses qui doivent évoluer, il faut harmoniser euh, les connaissances traditionnelles avec celles qui sont crédibles apportées par les sciences modernes. Donc il y va, mais quand il apprend qu'on veut écarter l'hébreu, ben, il claque la porte. Et ce rabbin, il s'appelle Zacharia Frankel, et c'est considéré comme une sorte de coup d'envoi, si vous voulez, de, 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 de pas décisif qui va être à l'origine de ce que va devenir plus tard le mouvement conservatif et ensuite massorti. En quoi? Ben, Zacharia Frankel, au départ, il ne veut pas créer un mouvement religieux, il veut créer une méthode d'approche du judaïsme. Et il appelle ça, à l'époque, historico-positiviste. Aujourd'hui, plus personne ne comprend
exactement ce qu'il voulait dire, mais à l'époque, le positivisme, c'est le mouvement développé par Auguste Comte qui dit qu'on va créer une spiritualité, on va créer un monde basé sur la science. C'est le scientisme. Et on va se et en matière de religion, on ne peut être sérieux que quand on se base sur les faits. On étudie l'histoire, on étudie les développements des textes, et on ne commence pas à faire des spéculations qui sont hors du terrain, qu'elles soient mystiques ou des croyances sur la magie. Tout ce monde-là, un peu obscur, on l'écarte, ou en tout cas, on l'étudie uniquement à partir des critères de la science. Donc, il a une méthode, en fait, d'universitaire, d'académicien. Et il dit, moi, je veux bien qu'on revoie un certain nombre d'idées du judaïsme, mais pas que l'on tue l'esprit du judaïsme. Or, il dit, la langue, si on enlève l'hébreu, c'est le facteur commun qui unit aujourd'hui l'ensemble de la diaspora. C'est à travers la langue qu'est véhiculé l'esprit d'une civilisation, l'esprit religieux aussi, l'esprit spirituel. Et l'abandon de l'hébreu, pour lui, c'est le signe clair d'en fait d'une assimilation. Et il se met en travers de la réforme. Et c'est là que, si vous voulez, l'idée conservative apparaît, c'est qu'on ne peut pas aller trop loin dans ce mouvement de modernisation du judaïsme, au risque de perdre l'âme et la substance même de ce qui constitue le tissu du judaïsme. Et à partir de Frankel, mais au-delà de lui, et encore une fois, je vais très vite parce que ce n'est pas un cours d'histoire, mais vont se créer des universités, et aux États-Unis, quand vont se créer des académies d'études du judaïsme, certains vont dire il faut que notre judaïsme soit un judaïsme qui soit beaucoup plus, qui continue à être rattaché à la tradition, y compris dans sa pratique, et ne pas se laisser abandonner à effacer les codes de la tradition, en considérant notamment que le rituel juif, même s'il est parfois difficile, est un vecteur identitaire très fort, vecteur d'identité et de spiritualité. Et puis il y a un point très important aussi qui explique la différence entre l'esprit de la réforme et celui des conservatifs qui deviendront plus tard Massorti, c'est que le judaïsme a des codes et beaucoup de ces codes sont aussi exigeants. Je prends un seul exemple, et qui est très significatif, c'est l'observance du Shabbat. Si on veut faire sérieusement le Shabbat, il y a beaucoup d'interdictions, beaucoup d'ouvrages sont prohibés, et c'est un véritable exercice d'ascèse que de renoncer pendant 24-25 heures à son mode de vie profane et à tout ce que la vie moderne peut permettre. Mais l'idée défendue par les conservatifs et les massortis, dont par exemple Avraham Yehoshua Eshel sera une des grandes figures au XXe siècle, lorsque notamment il écrit son fameux ouvrage, son petit opuscule Les bâtisseurs du temps, il dit vous vous trompez sur le Shabbat. Le Shabbat, c'est pas un objet encombrant. C'est vrai, c'est un exercice. C'est vrai, c'est un exercice même d'ascèse qui demande des renoncements, mais qui, par cette forme-là, ouvre à une expérience spirituelle de retraite, de distance, de concentration sur la vie spirituelle, de concentration sur la vie familiale, de concentration sur la vie communautaire, et que c'est un joyau du judaïsme. Et ce qu'il dit et ce qu'il défend, c'est que le côté discipline dans le judaïsme n'est pas quelque chose d'archaïque. C'est même le point fort d'une religion quand elle demande à un individu de travailler sur lui-même, de se dépasser, à la fois intellectuellement par l'étude et la spiritualité, à la fois moralement en essayant d'être meilleur et plus juste, mais aussi en travaillant au corps, en disciplinant son corps, en le spiritualisant son corps à travers un certain nombre de codes comme la cacheroute, le Shabbat, Kippour, Pessah et toutes ces choses-là.
Et ça, c'est certainement un marqueur assez significatif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des libéraux qui, à leur façon, font Shabbat, Kasher, etc. Oui, mais le mouvement Ma Sortie se donne pour objectif de dire nous voulons rester fidèles à la discipline de la halacha. Et à cette discipline de la vie juive, ce qu'on appelle la halacha, c'est-à-dire toutes ces règles qui, qui régentent la vie spirituelle et la vie religieuse. Donc on dit souvent, peut-être un peu trop rapidement d'ailleurs, que la caractéristique du mouvement conservatif et sa différence par rapport au mouvement libéral, c'est que nous sommes un mouvement halachique, alors que le mouvement réformiste ou libéral n'est pas halachique. Alors, je voudrais un petit peu revenir sur cette catégorie et la nuancer. Si vous demandez à un libéral, est-ce que vous observez la halakha, il vous dira oui. Parce que pour lui, halakha, ça veut dire, est-ce que vous avez un certain nombre de codes que vous respectez? Il lui dira oui. On n'a pas abandonné les codes, sinon on n'aurait plus de notre religion. Oui, mais ils sont halakhiques dans une acception moderne. Le mouvement Massorti, lui, il veut être fidèle au système de la halakha, c'est-à-dire au système juridique tel qu'il s'est développé. Et donc, dans tout son argumentaire, et dans sa manière de construire, de penser la loi juive, il va toujours essayer de rester dans le système tel qu'il a été produit à travers les âges, tel qu'il a évolué effectivement à travers les âges, de s'emparer des mécanismes qui ont permis au fil des âges au judaïsme d'évoluer et de dire, voilà, dans de telles et telles conditions, il est plus pertinent que la loi juive évolue dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut dire que le judaïsme assorti a une approche évolutive de la halakha et insiste sur le côté créatif qu'il y a dans la halakha. Le mouvement voit dans la halakha, je le répète, plus un système juridique qu'un code de loi définitif, comme le Shulchan Aruch, qui, pour les juifs massortis, sont une étape très importante dans le développement du judaïsme, mais une étape dans un mouvement dynamique qui n'a pas de raison de s'interrompre tant qu'on essaye de rester fidèle aux valeurs fondamentales, aux codes fondamentaux, au système fondamental. Et puis je pourrais dire aussi que ce qui fait qu'un juif massorti a une conception différente de la halakha de quelqu'un qui est plus orthodoxe, mais encore une fois, les frontières ne sont pas toujours très, très nettes, c'est que dans le mouvement massorti, on va avoir tendance à dire ce n'est pas euh, les codes de loi, les lois elles-mêmes qui font pleine autorité, c'est en amont les principes et les valeurs qui régentent ce système, et que au nom de ces principes, au nom de ces grandes valeurs, eh bien parfois, oui, la loi doit évoluer. Si par exemple le judaïsme considère qu'il faut une plus grande justice sociale, eh bien, on pourra admettre que, par exemple, que si dans la société moderne, les femmes sont désormais émancipées, on est dans une condition tout à fait nouvelle et qu'on considère qu'il n'y a plus de raison qu'elles soient considérées comme citoyennes de seconde zone. Et on va essayer de voir dans les sources de la halakha comment on peut donner forme à cette dignité pleine accordée aux femmes. Donc, dans cet attachement à la halakha, il y a ce qu'on appelle la méta-halakha, c'est-à-dire une halakha qui est, en somme, comme une sorte de constitution, comme une sorte de code fondamental qui a une autorité. Et on va pas nécessairement, par exemple, dire que parce que dans le passé, les femmes étaient exclues de la récitation du Kaddish, que c'est immuable. Non, on va essayer de comprendre ce qu'est le Kaddish, quelle est la définition première, quelle est l'intention première du Kaddish. On va étudier les sources, et puis euh, on va vérifier si c'est intrinsèque au judaïsme que la femme en soit exclue ou si c'est circonstanciel lié à la société dans laquelle on a vécu. Oui, donc c'est une démarche qui se démarque
à la fois de l'orthodoxie et à la fois du libéralisme dans son souci d'être fidèle à la discipline traditionnelle, mais pas être prisonnier des codes en les considérant comme définitifs et en se référant toujours ou souvent à ce que sont les valeurs plus fondamentales à partir desquelles on s'estime autorisé de faire évoluer les codes. Et tout cela en se basant notamment sur des précédents historiques qui ont pu avoir lieu dans l'histoire. Bon, évidemment, j'ai conscience qu'en disant tout ça, euh, je suis, euh, je suis assez généraliste, mais j'ai assez peu de temps, donc je vous donne une vision globale. Dans toute cette affaire, la- on en vient à une question très sensible, c'est comment alors nous nous définissons, parce que c'est un petit peu compliqué cette histoire de halakha pour le public qui ne connaît pas bien les enjeux de la loi juive et qui n'a pas d'exemple en tête. Bien, ce qui est difficile pour un massorti quand il cherche à se définir, c'est que nous sommes dans un entre-deux. En fait, on voit très bien qu'il y a aujourd'hui une tendance très nette vers le libéralisme, vers un monde de l'ouverture, un monde vers l'universel, et on a de l'autre côté une tendance au sens propre conservatrice, celle qui veut s'en tenir à l'identité et à la tradition. Et il y a une tension entre ces deux courants opposés l'un à l'autre. Eh bien, les massortis, je veux le dire avec un peu d'humour, sont ceux qui veulent manger à tous les râteliers. On veut être à la fois ouvert sur le monde, euh, attentif aux sciences modernes, aux valeurs modernes, à l'esthétique moderne, à la société moderne, à l'interculturalité, euh, euh, au dialogue des cultures et des religions. Et par ailleurs, nous ne voulons pas concéder la richesse de notre tradition, la force que véhicule une tradition dans la construction collective d'une identité, la, 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 les trésors de sagesse qui ont été amassés et qui inclut aussi ce travail sur soi, cette discipline de vie portée par la loi juive et qu'on ne veut pas concéder pour avoir simplement plus de confort dans la vie, dans la vie moderne. Eh bien, c'est parce que notre mouvement cherche à s'acquitter de tout cela qu'il est dans une situation qui est tangente, euh, voire parfois bancale. On est dans un entre-deux, comme un bateau qui tangue au milieu de la tempête. Et forcément, c'est difficile parce qu'il n'y a pas une idéologie euh, clairement orientée, mais plutôt une tentative de former une sorte de trait d'union, d'être la charnière entre ces deux mondes qui aujourd'hui sont en opposition parfois brutale l'un avec l'autre. Euh, c'est aussi pour ça que ben, c'est parfois nébuleux, car forcément, il n'y a pas, comme dans toute équation qui fait partie des objets vivants, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une manière de trouver l'équilibre. Et à l'intérieur du mouvement Massorti, vous allez trouver des tendances qui vont être plutôt du côté de la réforme et d'autres tendances qui vont aller dans le sens de l'orthodoxie, parce que justement, il se situe à cet endroit charnière entre les deux. Et c'est la difficulté de se définir et c'est le côté inconfortable de cette position. Mais on peut voir les choses de manière tout à fait positive et peut-être inverser le côté gênant de cela en disant mais
c'est peut-être la position idéale, parce que c'est justement celle qui constitue la quête la plus exaltante, qui consiste continuer à donner une pertinence au judaïsme traditionnel en s'insérant dans le monde moderne sans perdre notre âme. C'est un formidable défi, c'est une formidable recherche, c'est une quête permanente, on est au cœur du réacteur du monde juif. Le monde juif aujourd'hui est divisé et nous, au fond, notre vocation, c'est essayer de trouver ce qui peut être convergent, ce qui peut faire sens et passerelle d'un monde à l'autre. Mais est-ce que c'est pas un peu ce qu'a été la vocation elle-même du peuple juif à travers les âges? C'est Isaïe lui-même qui, au chapitre 44, avait dit du peuple d'Israël que il l'avait appelé Am Olam, peuple monde. Hein, une, une, une terminologie qui a été ensuite reprise par Doubnov, le fameux historien, mais qui dit quoi? Que le peuple juif, c'est avant tout des Hébreux, des gens qui passent d'une rive à l'autre, d'une civilisation à l'autre, qui font le trait d'union. Les Juifs, en fait, c'est pas des Juifs, c'est des Judéo quelque chose, puisque à travers l'exil, nous avons traversé toutes les civilisations. Et nous sommes, au fond, un microcosme. Nous réunissons les variantes de l'identité humaine et nous essayons de former peuple. Il y a dans la vocation du peuple juif quelque chose qui est à la charnière du particularisme et de l'universel. Et avec l'idée du monothéisme, il y a l'idée que c'est pas seulement le Dieu d'Israël, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu de tous les êtres humains. C'est un Dieu qui, dans tous les rêves de la prophétie que l'on trouve dans la Bible, euh, doit, devrait être un jour le Dieu de tous les êtres humains qui, à l'unisson, se réunissent autour de Jérusalem, chacun avec son identité propre, pour trouver des points de convergence. Donc, la quête d'unification, la quête d'essayer d'aller à la rencontre de tous les mondes, des identités, tout en forgeant la sienne, mais c'est éminemment juif. C'est quelque chose d'une richesse extraordinaire. Et je crois que le mouvement Ma Sortie doit s'enorgueillir plutôt que d'avoir honte de cette position ou être embarrassé de cette position qui, il faut l'avouer, est souvent inconfortable. C'est un formidable enjeu. Euh, alors, c'est un enjeu parce que ça nous désenclave et ça nous permet aussi de dialoguer avec les uns et avec les autres. Ce qu'il faut ajouter aussi à tout ça, c'est que être un trait d'union, c'est pas seulement une affaire intellectuelle, c'est pas simplement une affaire de savoir dialoguer et de prendre un peu de ceci ou de prendre un peu de cela. C'est aussi euh, un enjeu qui consiste à dire on doit s'arranger pour sauver le peuple juif et trouver le moyen de trouver un langage qui puisse construire une identité commune. Et euh, ce côté exaltant fait que, par exemple, dans les communautés massorties, il y a un effort sensible qui est fait, peut-être pas dans toutes, mais dans beaucoup, pour se montrer accueillant, euh, abordable, didactique, pour ouvrir les portes à ceux qui ne sont pas en lien avec la tradition. Euh, il y a un effort de se montrer attrayant, avec des chants, avec de la musique, quelque chose qui, qui donne envie de participer à la vie spirituelle. Il y a aussi cette recherche de l'adéquation, en essayant d'être crédible, de ne pas raconter des sornettes ou des contes de fées qui ne font pas sens pour des personnes. Ben moi, je dis que dans l'effort, ma sortie d'essayer de concilier tout ça, eh bien, on est au top. C'est ce que j'appelle les 3 A. Hein.
il y a beaucoup de pays qui veulent avoir 3A en économie. Eh ben, nous, on essaie d'avoir 3A en judaïsme. Accueillant, attrayant, adéquat. Et ça, c'est quelque chose que l'on, un effort que l'on trouve dans nos communautés. Je ne dis pas qu'on y réussit toujours, mais on voit bien qu'on a la volonté de montrer que le judaïsme traditionnel peut être intéressant. Et on s'efforce et on essaie d'y mettre les moyens, tout en n'entraînant pas les gens dans une espèce de mythologie qui, qui, qui n'apparaît pas crédible à bien d'entre nous. Parce que c'est ça le problème. Dans ce schisme qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui restent effectivement très fidèles à leur identité, mais toujours dans une espèce d'enfermement ou de rejet de tout un ensemble de notions de valeurs qu'ils évacuent ou qu'ils glissent sous le tapis, tout ce qui paraît un petit peu embarrassant. Et à notre sens, euh, tous ceux qui s'y retrouvent pas, eh ben, ils votent, comme on dit en hébreu, avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils désertent, ils sont plus présents dans les synagogues, ils sont plus présents dans les centres communautaires, ils trouvent le judaïsme désuet. Alors ils disent rien. Alors ils disent rien, alors on les entend pas, et alors on croit qu'ils ne comptent pas. Et on croit qu'on a réglé le problème. Il y a ceux qui sont très religieux, et puis ceux qui sont moins religieux. Et on oublie que beaucoup ont quitté parce que justement, cette adéquation, ce travail d'harmonisation n'a pas été opéré comme il se doit. Et c'est là un des enjeux capitaux qui nous incombe de relever. Alors, je voudrais essayer dans les minutes qui me suivent, parce que je vois qu'on approche tout doucement de la fin, en tout cas de la séance d'aujourd'hui, vous faire partager un document. euh, je ne suis pas encore en partage, attendez un petit instant, je vais prendre quelques secondes. Et voilà. Alors, je vais faire le partage de document. Vous allez me dire si voilà. Voilà. Normalement, vous devez voir apparaître. Ethan, tu me fais un signe de tête, ça apparaît? Oui. C'est bon, Raven, c'est bon, on Alors, voit. voilà une sorte de carte, entre guillemets, on va dire un camembert, hein, comme on dit en France, pour montrer grosso modo, hein, ce sont des chiffres qui se basent sur des études sociologiques qui ont été menées aux États-Unis, sur l'une et l'autre donnée qui ont été faites ailleurs. Ce sont des chiffres approximatifs, mais qui montrent comment la situation se partage dans les années 70. Hein. Qu'est-ce qu'on voit dans les années 70? On voit, c'est surtout valable pour les États-Unis, ce qu'on voit sous les yeux, c'est que les conservatives font à peu près 20% de la population, mais c'est très, comme engagé, c'est loin d'être négligeable. Les réformés d'alors font à peu près 20% aussi, hein, donc c'est pas mal, 20, 25%, on ne sait pas exactement. On pense qu'il y a à peu près 20% d'orthodoxes, peut-être qui se qualifient d'orthodoxes, peut-être moins. Beaucoup de ces orthodoxes-là sont en fait des orthodoxes modernes qui sont très proches à l'époque des conservatives. Donc, ma sortie orthodoxe, c'est la frontière est très floue à cette époque. Donc, on a une masse critique entre 20 et 40% de gens qui sont dans une sorte d'orthodoxie moderne. On a très peu d'ultra-orthodoxes. Et puis, on a un certain nombre de non-identifiés qui ne sont pas dans des Corans, dans des communautés, des gens qui sont carrément pour une assimilation très significative. Mais on voit bien que le mouvement Massorti conservative est en position de force. Dans les années 2000, là, 30 ans plus tard, on observe une diminution significative des Massortis qui ont perdu des membres au profit d'une nouvelle qualification qui s'appelle moderne orthodoxe, qui se développe, qui est très proche en réalité des Massortis, mais qui sont critiques par rapport aux Massortis, qui disent qu'on ne respecte pas suffisamment les codes,
et qui veulent quelque chose de plus rigoureux. Euh, mais du coup, aussi parfois moins audacieux dans la manière d'avancer. Un exemple de ça, par exemple, c'est le statut de la femme. Ben, les massortis ont décidé d'ordonner des femmes rabbins à partir des années 80. Les orthodoxes modernes, c'est arrivé dans les années 2000. Voilà. Euh, 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 C'était beaucoup plus difficile, et encore aujourd'hui, assez problématique d'être une femme rabbin dans le monde orthodoxe. Ce n'est pas simple non plus dans le monde massorti, même si ça a énormément évolué et qu'il y a même une très nette féminisation du métier de rabbin. Mais on voit que pour les avancées et les discussions de l'ara moderne, souvent, ben, les massortis sont plus à la pointe. Mais on voit une diminution. Mais qu'est-ce qu'on voit? Un renforcement de l'assimilation et des non-identifiés aussi. Donc, ce dont on parle, et c'est le mot-clé sur lequel on ne cesse de revenir aujourd'hui, c'est la polarisation. Et c'est pas seulement, d'ailleurs, à l'intérieur du peuple juif, partout dans le monde, on voit une polarisation se faire entre un courant identitaire avec un retour au nationalisme et à la religion, plus ou moins fort dans les pays, et qui prennent des formes plus ou moins radicales. Et je ne vais pas en faire le commentaire, ce n'est pas le but politique, mais on voit très nettement qu'il y a une redistribution des cartes. On n'est plus entre une gauche-droite classique aujourd'hui, comme on voit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Il y a un pôle conservateur au sens des valeurs, au sens du nationalisme et de la religion d'un côté, et puis des idées modernistes aussi avec des extrêmes de l'autre. Donc, on observe un évidement du centre, une polarisation. Euh, Là, je suis maintenant dans des scénarios de projection. Quand j'ai fait ces schémas, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Donc 2030, ça me paraissait assez éloigné. On commence à approcher. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, que les massortis ont continué, enfin, on peut craindre qu'ils continuent à avoir une diminution significative dans le monde des massortis. Les libéraux aussi ont baissé, mais ils baissent beaucoup moins parce que beaucoup de massortis qui vont vers l'assimilation, en fait, passent par la case réformiste. Ils deviennent réformistes. Et des massortis qui vont vers l'orthodoxie passent par la phase moderne orthodoxe. Et donc, parce que justement, le mouvement massorti est à la charnière, eh bien, il voit sur sa gauche et sur sa droite des mouvements ou des tendances qui s'éloignent de lui en raison de cette radicalisation dans un sens ou à l'autre. Et on observe très nettement ici la montée en puissance de l'ultra-orthodoxie. Voilà. Mais ça, c'est le scénario pessimiste pour qui? Ben, pour les massortis, pas pour les autres, évidemment. Scénario optimiste, ben, c'est que, en fait, ça dépend aussi beaucoup de nous, de notre vigueur, de notre capacité à communiquer et à montrer que nous avons un rôle à jouer comme charnière et comme réconciliation entre les courants du judaïsme. Et dans un scénario plus optimiste, eh bien, on peut monter en puissance, on peut monter en nombre. Et ma conviction personnelle, c'est que ce scénario optimiste est possible, notamment parce qu'on a une approche que j'appelle fédérative. Fédérative, comprenez bien, ça ne veut pas dire pour moi que tous les courants, avec leurs différentes dénominations, libéraux, orthodoxes modernes, massortis, ça ne veut pas dire que pour moi, ils doivent fusionner, parce que toutes ces nuances qui existent entre ces courants se traduisent sur le terrain par des manières différentes de vivre le judaïsme, de vivre la vie synagogale, de vivre l'hébreu à la synagogue, de vivre le Shabbat, de vivre la cacheroute, de vivre le statut de la femme. Donc, on, on aurait tort de tout gommer parce qu'il y a une richesse dans ces différentes déclinaisons de ce pôle. Mais d'un autre côté, ce pôle centriste partage tout un ensemble de valeurs, croit au pluralisme, croit à l'échange culturel, au dialogue des cultures, des religions et à ce travail. Et je suis intimement convaincu que si on renforçait ce dénominateur commun déjà au centre, eh bien, ça serait bénéfique pour tous les courants modernes, en particulier pour le mouvement Massorti. Maintenant, je voudrais vous montrer, ça c'est notre représentation, celle que j'ai défendue ce soir, qui dit que le mouvement Massorti joue un rôle clé
dans le développement du judaïsme, précisément, comme je le dis, parce qu'il est à la lisière ou à la charnière des autres courants, et que c'est sa force. Le judaïsme, je vais le dire encore autrement, mais je voudrais que vous l'entendiez bien, le judaïsme assorti n'est pas tant une idéologie qu'une méthodologie. Notre but, c'est pas nous n'avons pas des dogmes, nous n'avons pas une solution achevée, euh, nous ne sommes pas dans un unilatéralisme en prenant parti fortement pour un corps contre un autre. Non, nous sommes dans une approche plurielle et dynamique. Donc c'est ça qui fait que nous ne sommes pas une idéologie au sens fort du terme, mais nous avons une recherche, une quête. Et bien sûr, il y a un certain nombre de marqueurs d'idées, on peut pas le nier, mais une pluralité et une palette, et notamment parce que elle est au centre et qu'elle elle peut être un centre dynamique qui fait circuler les énergies, euh, et que c'est ça, ce qui pourrait être notre force et notre valeur ajoutée. Mais ce n'est évidemment pas comme ça que les orthodoxes purs et durs, je ne parle pas des modernes orthodoxes, nous voient. Pour eux, c'est pas, s'ils devaient faire un dessin pour représenter la carte du judaïsme, c'est pas celle que vous voyez sous les yeux qu'elle dessinerait, mais celle-ci. Voilà comment eux voient le monde juif. Il y a ceux qui sont les vrais juifs, les bons juifs, ceux qui sont au centre de la cible, qui font exactement ce qu'il faut faire. Et puis, il y a une dilution progressive. Donc, les Haredim, c'est les vrais de vrais, les orthodoxes un peu moins vrais, et parfois d'ailleurs les orthodoxes se sentent un peu complexés par rapport aux ultra-orthodoxes, il y a parfois une rivalité en piété, voilà. Et puis après, on glisse vers plus d'assimilation, jusqu'à ce qu'on arrive à ceux qui sont éloignés du cercle, ceux qui sont dilués, mais le but des orthodoxes, c'est de dire, enfin ceux qui sont ouverts, plus ouverts, c'est-à-dire on va essayer de rapprocher ceux qui sont à la périphérie et on va les amener progressivement jusqu'au centre au vrai judaïsme. Alors où est-ce que eux nous voient nous? Ben, non pas dans la cible en cercle, mais dans ce que vous voyez, l'espèce d'œuf que vous voyez sur le côté, comme une sorte d'agent parasite qui est là et qui vient casser ce modèle. Pour eux, nous sommes une sorte d'anti-judaïsme. Ils nous qualifient à la fois les massortis, les libéraux et en bonne part les orthodoxes modernes comme des hérétiques. C'est-à-dire des gens qui veulent remplacer les valeurs juives par une idéologie concurrente qui vient saper les fondements de la tradition. Donc eux, ils veulent éjecter cet agent exogène là, qui vient parasiter le judaïsme. C'est comme ça qu'ils nous voient. Ils ne nous voient pas au centre. Ils ne nous voient pas comme des gens qui ont déjà fait la moitié du chemin pour aller vers l'orthodoxie. Quand on tombe sur un orthodoxe gentil, il dit, je vous aime bien, vous les libéraux, les massortis, parce que vous êtes un bon marchepied vers l'orthodoxie. Vous avez déjà fait les premiers pas. Et si vous continuez, si vous continuez à être un peu plus intelligent, un peu plus sérieux dans l'étude, vous arriverez enfin au vrai judaïsme. Mais pour d'autres orthodoxes, c'est pas comme ça. Ils nous voient comme une sorte d'anti-religion et ils veulent nous chasser et nous exclure. Oui, Voilà. John, il est temps de laisser l'espace aux questions, je crois. Alors, je termine par une petite blague juive, une petite boutade, et je donne la parole aux questions. Euh, Il y a une blague juive qui raconte que si on est invité à un mariage juif, mais qu'on ne sait pas quelle sera l'obédience, il y a un certain nombre de signes par lesquels on peut reconnaître au premier coup d'œil si c'est un mariage orthodoxe, un mariage massorti ou un mariage libéral. Alors, quel est le critère? Eh bien, c'est simple. Vous observez bien, si la maman de la mariée est enceinte, à coup sûr, c'est un mariage orthodoxe. Si vous regardez et vous voyez que la fiancée est enceinte, c'est un mariage massorti. Et si vous voyez que c'est le rabbin qui est enceinte, alors c'est un mariage libéral. Alors ça, c'est une blague, on pourrait la commenter, qui était beaucoup racontée dans les années 80, 70, 80, 90. Aujourd'hui, on ne peut plus la raconter parce que les lignes ont changé. Aujourd'hui, chez les Massortis,
il y aura pas mal de rabbins qui pourront être enceintes. Et même aujourd'hui, il y a une frange dans l'orthodoxie moderne où il y a des femmes rabbins. Ce que je veux dire, c'est que les lignes ont bougé et qu'il y a de nouveaux enjeux et que c'est à cela qu'il faut être attentif. Il ne faut pas que nous subissions l'histoire. Mon souhait, c'est que nous soyons des acteurs et je crois que nous sommes à un endroit stratégique. Merci de votre attention. Merci à toi, Rivon, de cette clarité et richesse de ton explication. Alors, les questions qui ont été posées se divisent en deux groupes essentiels, je crois. Un premier groupe de questions est lié à la situation du mouvement en France. C'est-à-dire, tu as fait une si belle description du mouvement avec toutes ses qualités, le cœur du moteur, ce trait d'union qui pourrait faire des choses si utiles pour la continuité du monde juif. Donc, si nous avons et nous jouons un rôle si important, je sais des questions de Eric, de Max, de Pascal. Alors, pourquoi sommes-nous dans une situation si problématique? Pourquoi le mouvement se détériore aux États-Unis, en Amérique du Nord, et pourquoi est-il aussi faible aussi en France? Alors, je te laisse d'abord répondre à cette question. Ensuite, on a un autre groupe de questions sur le statut de la femme que je te transmettrai après. Alors, je vais répondre trop rapidement pour qu'il y ait encore plus d'autres questions qui soient entendues, mais c'est une question clé, c'est une question importante qui n'est pas seulement posée à moi, qui est posée à nous tous, aux responsables de ma sortie et à tous les membres du mouvement qui s'identifient. Nous devons identifier les raisons. Très souvent, je et vous, d'autres parmi vous, et notamment Ethan, on rencontre des personnes qui nous disent, je ne comprends pas, avec les idées que vous avez, avec la vision que vous avez, vous devriez être au moins 5 fois plus nombreux. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Hein, on a souvent cette remarque. Pour moi, la première réponse, la première raison nous dépasse. C'est qu'il y a des, des mouvements macroscopiques qui se passent à très grande échelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de l'histoire de polarisation et de radicalisation. On le voit partout dans le monde, en politique et en religion. Et je crois que l'histoire obéit à des mouvements pendulaires. Il y a eu des siècles de sécularisation en Occident. Et aujourd'hui, on voit une érosion de la démocratie, une érosion des valeurs modernes, et qu'il y a même on pourrait parler de la crise du mouvement Massorti, mais on pourrait parler de la crise de l'Occident, la crise de la démocratie. On ne peut pas s'isoler de ça et ignorer que notre problématique en tant que mouvement est étroitement liée à cette situation globale qui nous entoure. Et puis, il y a une autre explication, c'est que ce même mouvement, bon, bah, il se forge à l'intérieur du judaïsme, il y a un fort attrait pour l'ultra-orthodoxie, il y a une assimilation très très puissante, c'est difficile de lutter, et nous sommes fortement décriés, nous sommes délégitimés, nous sommes considérés par bien des gens de l'orthodoxie qui aujourd'hui ont encore une influence significative comme des pestiférés. Eh bien, ça nous met en position de faiblesse. Combien de fois dans ma carrière, mais combien de fois dans ma carrière, des gens sont venus me voir et disaient, on veut absolument que vous soyez le rabbin de notre mariage. Est-ce que votre mariage sera reconnu? Et le mot reconnu est devenu une espèce de mot comme ça clé. Et si le consistoire ne reconnaît pas, et si l'orthodoxie ne reconnaît pas, plane la menace qu'on ne sera pas reconnu comme vrai juif, qu'on ne sera pas véritablement intégré à l'intérieur du peuple juif. Donc, il y a une guerre psychologique très, très, très puissante. Parce qu'en réalité, la légitimité du consistoire, elle ne vient pas du ciel. Il n'y a pas un système ecclésiastique avec une curie qui dirige l'ensemble du monde juif. Ce sont les juifs qui élisent leur rabbin et qui élisent leur autorité. Mais cette pression de dire il y a un judaïsme qui est légitime, il y a un autre qui ne l'est pas, est très très forte. Elle est si forte que beaucoup de gens qui, dans leur sympathie personnelle, iraient beaucoup plus facilement vers nous, ont en réalité peur d'être euh, dénigrés.
Ils ne le diront pas explicitement parce que c'est le genre de peur qu'on n'avoue pas. Hein, c'est des choses qu'on n'ose pas dire ou qu'on ne veut pas parfois même s'avouer à soi-même. On se projette sur ses enfants et on fantasme, on dit mes enfants vont être rejetés, ne vont pas être reconnus, ils seront rien du tout. Et cette menace pèse énormément. Et tant que cette menace d'exclusion, de mise au banc sera puissante, elle continuera à constituer un frein très très fort malgré tous les efforts que nous faisons pédagogiques. Marguerite Hein, Salskis. fermer les micros. Euh, voilà, donc on est devant quelque chose qui objectivement est un obstacle majeur et on doit, nous, redoubler d'efforts pour notre crédibilité. On a souvent dit ça à propos des femmes. Quand une femme, dans un même métier, exerce une fonction semblable, elle doit démultiplier ses capacités pour se crédibiliser parce qu'il y a encore une forte pression, une forte mainmise masculine sur certaines professions. Elles doivent davantage faire leurs preuves. Ben nous, les massortis, on doit davantage aujourd'hui faire nos preuves pour réussir à convaincre les gens qu'on n'est pas des pestiférés ou qu'au contraire, qu'on détient quelque chose de très très précieux. Et ça, c'est un défi qui revient directement à nous montrer à la hauteur. Alors, peut-être qu'on ne l'est pas, peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment, on n'a pas choisi les bonnes stratégies, peut-être que on n'a pas compris certaines choses, qu'on n'a pas mesuré l'enjeu, qu'on n'est pas suffisamment bien organisé. Je pense que toutes les critiques sont bonnes. Il est possible on aurait pu faire mieux. N'oublions pas qu'on est quand même parti de zéro, que le mouvement Ma Sortie n'existait pas il y a une trentaine d'années, alors que le mouvement libéral existe depuis le 19e siècle, que les moyens financiers, les moyens pédagogiques, le mouvement s'étant développé surtout dans les pays anglo-saxons, il a fallu tout poser sur le plan linguistique. Et on partait de zéro, comme des gens qui étaient considérés comme des marginaux. Donc, je crois qu'on doit aussi être fier de ce qu'on a pu réaliser dans les 30 dernières années, pas seulement le développement de nos communautés, il y a une école juive moderne qui s'est constituée, on a été militant dans l'IMOUD, on a été militant dans plein d'autres organisations, on est sur les médias, on a fait des publications. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, mais la tâche reste immense et elle dépend de ceux qui croient que le trait d'union, c'est quelque chose qui vaut la peine. OK. Deuxième groupe de questions est lié au statut de la femme. Sibyl demande quel support dans la halakha permet de donner une place aux femmes. Et puis une autre question est liée à la formation de femmes rabbins dans le mouvement Massorti. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Les deux questions sont un peu liées, entreliées. Je te laisse faire le lien entre les deux questions. Bon, La la question sur question, la femme rabbin et celle de Myriam Ben la question, Amra. la question du statut de la femme Ben Hamza. est une question très sérieuse qui s'est posée depuis l'émancipation de la femme. Et il existe toute une littérature halachique qui s'est mesurée à la question de savoir s'il était légitime ou non que des femmes puissent être exercées comme rabbins. Cette littérature a été produite euh, par des libéraux, par des massortis en termes halachiques, et une des premières choses que j'ai moi-même fait quand je suis devenu le premier rabbin massorti en France, qu'il n'y avait rien, c'était de publier un ouvrage qui s'appelle La loi juive à l'aube du XXIe siècle, où il existe plusieurs responsa rabbiniques sur le statut de la femme, notamment la question de la montée à la Torah, la question de la mixité dans la synagogue, la question de la fameuse bénédiction, loué sois-tu éternel qui ne m'a pas fait femme. Donc, nous avons publié des choses. Il existe plein de choses en anglais. Il existe des sites, il y a encore plein de choses à publier. Donc, je ne peux pas répondre maintenant en détail, mais ce que je peux vous dire, et ça vous le savez probablement, c'est que c'est plus seulement les massortis qui se sont emparés de la question, puisqu'il y a maintenant aussi des rabotes, des femmes orthodoxes, modernes, qui sont devenues rabbins. Même dans le monde orthodoxe, on a, on a entériné l'idée, on a accepté le principe, elles n'ont pas aujourd'hui, pour des raisons sociologiques, le même essor, la même autorité que les rabbins masculins, mais ce sont de véritables rabbins
Et aujourd'hui, nous, les massortiers, on peut travailler avec elles main dans la main et on le fait dans dans des programmes communs. Eux aussi ont une littérature et je vous invite à l'étudier. C'est d'une richesse étonnante. Vous savez, au 19e siècle, on monte un siècle avant cette révolution de l'émancipation de la femme, des questions se sont posées à l'intérieur du monde juif à propos du statut des esclaves. Aujourd'hui, pour nous occidentaux, c'est une évidence qu'il ne faut pas qu'il y ait d'esclaves. Mais je vous signale qu'en France, il a fallu attendre la moitié du 19e siècle, la moitié du 19e siècle pour qu'on abolisse l'esclavage. Vous vous rendez compte? Et aux États-Unis, on en voit encore l'histoire des droits des Noirs pendant tout le cours du XXe siècle. Les droits civils, on n'était pas égal aux États-Unis quand on était noir ou quand on était blanc il y a quelques décennies. Euh, il y a eu à l'intérieur du judaïsme halachique tout un travail pour justifier l'abolition de l'esclavage. Alors que si vous remontez au code de loi des 613 commandements de Maïmonide, il dit qu'il est interdit de libérer son esclave. J'en parle, j'ai dédié tout un article dans mon ouvrage dont Ethan a parlé tout à l'heure, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme, où je montre ce qui s'est passé pour le statut de l'esclavage. Et j'y consacre aussi un autre article sur le statut de la femme, justement, puisque la question m'est posée. Et je montre les sources midrashiques et kabbalistiques qui justifient l'émancipation de la femme. Alors, si quelqu'un veut lire quelque chose en français sur ce sujet, trouvera tout un article dédié à cette question qui s'appelle Femmes, avenir de l'homme. Voilà, ça c'est dans l'ouvrage pour répondre à cette question. Le reste, comme disait Hillel, va et étudie. On ne peut pas répondre Alors, davantage. en ce qui concerne la question liée à la formation de femmes rabbins dans le mouvement. Alors, aujourd'hui, dans le monde juif, il existe aux États-Unis et en Israël des séminaires où des femmes peuvent se former à devenir rabbins orthodoxes. Il existe des séminaires aux États-Unis, en Israël et dans d'autres pays où des femmes peuvent devenir rabbins massortis ou libérales. Et dans nos projets, nous aimerions, en France, on y travaille, on y réfléchit, on est encore au stade préliminaire, euh, embryonnaire, mais on y réfléchit très sérieusement à créer une école de cadres qui forme pas seulement d'ailleurs des rabbins, mais des éducateurs ou des gens qui veulent simplement avoir un niveau d'études, rentrer dans les textes comme on en parlait tout à l'heure, et former des femmes rabbins francophones, françaises, mais qui disposent, qui soient initiées à haut niveau au texte de la tradition, à l'hébreu, à la halacha. Et ça fait partie de nos objectifs et de ce qui va permettre, je l'espère, au mouvement Ma Sortie en France d'avoir un plus grand essor, de continuer le travail qui a été opéré jusqu'à nos jours. Alors, avant-dernière question, je vais la dire directement. C'est deux questions liées, une de Myriam Benamza et une de Sibylle. Ne faudrait-il pas remettre en question la mainmise du consistoire sur les structures juives en France et dissoudre ce dinosaure napoléonien du judaïsme et aussi créer enfin une vraie école rabbinique pour la France, dont tu viens d'en parler? Et puis, dans une autre direction, y a-t-il une négociation avec le consistoire pour une meilleure reconnaissance? Voilà, deux questions d'ordre un peu politique. Alors là aussi, je vais devoir être bref et je m'en excuse d'avance. Depuis toutes ces années où j'ai travaillé en France, bien sûr, parmi les premières tentatives que j'ai faites, j'ai voulu rentrer en dialogue avec des rabbins du consistoire. J'ai eu toutes sortes d'expériences, parfois très déplaisantes et parfois d'agréables surprises. J'ai même eu un jour, mais ça reste entre nous, hein, nous sommes en cercle tout à fait privé, un rabbin très important du consistoire, dont je ne dirai pas le nom évidemment, qui m'a appelé pour me demander, me supplier que je prenne sous mon aile quelqu'un qui voulait se convertir au judaïsme, mais qui ne correspondait pas aux critères du consistoire. Et il ne voulait pas l'abandonner en tant que bon rabbin, il ne voulait pas le lâcher. Il dit, écoute, je pense, je te fais confiance, tu es la personne la plus adéquate pour l'aider.
Alors moi, il me parle de sa situation, elle était effectivement pas si simple, je ne suis pas sûr qu'on va le prendre. Alors, il a redoublé en me suppliant de le prendre, et dans mon fort intérieur, je me disais, mais cette situation est surréaliste. Il y a quelqu'un de consistoire qui me demande de prendre quelqu'un en conversation. Il ne peut pas le faire officiellement, il ne peut pas le dire publiquement, parce qu'il serait discrédité, mais dans son âme et conscience, il croit que c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez? Et donc, c'est la situation paradoxale d'un certain nombre de personnes qui sont au consistoire. D'autres, au contraire, nous considèrent comme des hérétiques. Et là, je ne veux pas faire de lâchonnerie puisque c'est public. Le grand rabbin de Paris a proclamé sur les ondes que les massortis et les libéraux étaient des hérétiques. Bon, ben ça, vous savez que c'est une accusation très grave et très dure. Et c'est la position générale du consistoire puisque ce rabbin a une très grande autorité et quiconque entre en dialogue coopère avec nous, rentre dans nos synagogues, participe, risque l'anathème, risque d'être expulsé du consistoire. Alors, il ne faut rien attendre du consistoire. Et moi, je dirais aussi, il ne faut pas combattre le consistoire. On ne doit pas passer pour des gens qui ont pour but de détruire ce que les autres font. Si notre chemin est vrai, si notre chemin est bon, eh bien, nous devons construire et convaincre avec ce que nous faisons. Et regardez, les Lubavitch, ils n'ont pas demandé la permission au consistoire. Aujourd'hui, le consistoire considère que la plus grande menace pour leur communauté, c'est pas les Bassortis ou les libéraux, c'est les Lubavitch. Parce qu'ils sont d'une efficacité, une force de frappe, ils ont une manière de faire qui rassemble énormément de gens et énormément de jeunes. Et ils n'ont pas besoin de s'attaquer au consistoire. Ils se développent. C'est à nous à être convaincants, à nous à montrer qu'on a un judaïsme intéressant, comme j'ai dit avec les 3 A, accueillant, euh, attrayant et adéquat. Et les gens qui s'épanouissent dans nos communautés et qui s'épanouiront encore davantage, eh ben, feront que le mouvement va croître sans qu'on ait besoin de s'attaquer aux moindres cheveux du consistoire. Et puis il y avait un autre aspect Alors, de la question, c'était quoi l'autre aspect euh, je ne me souviens pas, mais je pense que tu as répondu de façon générale. Oui, alors, c'était notre rapport au consistoire. D'un côté, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dialogue avec... y a-t-il une négociation avec le consistoire pour une meilleure reconnaissance? Et d'un autre côté, pourquoi ne pas se battre? Je pense que tu as répondu à la Alors question. j'ajouterais juste que oui, la négociation n'est pas exclue le jour où nous serons une très grande force. Tant qu'on est un petit nombre, relativement, alors il se fiche de nous. Le jour où on aura beaucoup plus d'importance, et en nombre et en influence, et on a déjà pas mal d'influence, mais le jour où on sera beaucoup plus nombreux, eh bien, et qui se rendront compte que le judaïsme continue à subir une très grande assimilation ou une radicalisation, eh bien, ils se diront, il faut coopérer avec les massortis. Et je connais des gens d'obédience orthodoxe qui veulent coopérer avec les massortis. Donc, oui, un jour, on en parlera, mais pour ça, il faut être plus fort, et c'est dans ces conditions-là que les choses se passeront convenablement. Alors, une dernière question, et je m'excuse si je n'ai pas réussi à transmettre à Riven toutes vos questions, mais c'est plus d'ordre d'érudition. Elle concerne ce que tu as dit à propos du rabbin Zechariah Frankel comme figure fondatrice. Quelle est la place du rabbin anglais Louis Jacob? Je pensais qu'il était fondateur. Je crois que c'est une question, en fait, quelles sont les personnes, les principaux personnages qui ont été les fondateurs du mouvement Massorti? Et puis, peut-être, avant de terminer notre rencontre, si tu peux dire de quoi traitera ta prochaine conférence dans 2 semaines. Oui. Alors, euh, il n'y a pas eu une figure, mais des, des différentes figures qui ont fait l'histoire du mouvement Massorti, mais j'ai essayé d'expliquer lors de mon intervention que nous n'étions pas organisés en parti, en curie, donc il n'y avait pas une espèce de pape juif Massorti qui représentait la bonne parole. Ça ne fonctionne pas comme un système autoritaire. Donc, ce sont des figures charismatiques, des intellectuels, des gens qui ont une aura par leur savoir. Des grands savants. Zachariah Frankel, il a impulsé parce qu'il a créé une université à Breslau et parce qu'il avait cette vision qu'on pouvait concilier la tradition
avec des méthodes académiques. Et ça a une influence majeure, bien au-delà du mouvement Massorti. C'est en ça qu'il est une figure charismatique. Mais ce n'était pas un idéologue, ce n'était pas un homme du terrain qui fondait un mouvement. Le mouvement s'est développé aux États-Unis avec toutes sortes de figures. Euh, une des figures qui est devenue célèbre, notamment parce qu'elle était dans les médias, c'est Abraham Yoshua Heschel, qui avait rejoint le séminaire rabbinique, qui avait une histoire particulière, des origines chassidiques. Il était passé par le séminaire libéral à Berlin et il a fini par enseigner. Alors, lui, aujourd'hui, beaucoup de juifs massortis se réclament de sa philosophie parce qu'il est dans cette recherche. On sent très fort la spiritualité chez Abraham Yoshua Heschel. C'est pas un homme simplement d'académie, d'université et d'érudition. Ça, on n'en manque pas. Il y a par exemple aux États-Unis, on a Shaul Lieberman, un des plus grands savants au XXe siècle du Talmud, et qui a écrit une œuvre remarquable. Et on a comme ça une collection de savants, mais qui n'ont pas eu une influence prépondérante dans la construction du mouvement. Et en ce qui concerne Louis Jacob, lui, c'est un cas très intéressant, parce que c'est une personnalité qui est très charismatique, qui était très érudite, pas seulement en judaïsme, mais également qui avait une culture générale absolument exceptionnelle. Il a grandi à l'intérieur du monde orthodoxe anglais, à tel point qu'il était pressenti pour devenir le futur grand rabbin d'Angleterre. Celui qui devenait le rabbin du séminaire, à la tête du séminaire, était sur le siège qui allait ensuite passer au titre de grand rabbin d'Angleterre. Et peut-être 1 an et demi, 2 ans avant qu'il atteigne ce poste, il publie un livre qui s'appelle We Have Reason to Believe. C'est un jeu de mots, nous avons raison de croire, mais ça veut dire que la raison joue un rôle dans la croyance. On peut concilier raison et révélation. Ce livre, tant qu'il n'est pas question concrètement qu'il devienne grand rabbin, passe inaperçu, personne ne le critique. Mais quand tout d'un coup, on estime que Louis Jacob va devenir le grand rabbin d'Angleterre, alors tout d'un coup, les ultra-orthodoxes lui tombent dessus et disent que c'est un livre hérétique et Louis Jacob est mis au banc. Il est mis au banc parce qu'en fait, il a une méthodologie qui est Massorti. Il est orthodoxe, mais il a une méthodologie Massorti et il est mis au banc. Et finalement, il a rejoint le mouvement Massorti et il a été la figure de proue du mouvement Massorti anglais pendant de nombreuses années. Mais lui non plus, c'était pas un idéologue, c'était un penseur, une grande figure, et il en avait beaucoup. Voilà. Alors, pour passer maintenant à la dernière question, quel est le programme de la semaine prochaine? 2 semaines. Dans 2 semaines, pardon. Eh bien, le sujet suivant est en étroite liaison avec ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est tradition et modernité. On en a parlé aujourd'hui en termes de sociologie, on en a parlé en termes de définition. Là, je vais faire une entrée dans les sources juives elles-mêmes. Je vais dire, quelle est la conception de la modernité dans le judaïsme? Comment on conçoit les choses nouvelles? Est-ce qu'avec le temps, il y a du progrès ou est-ce qu'il y a une dégradation? Est-ce que le judaïsme se voit se transformer au fil du temps vers quelque chose de plus élaboré ou le temps est au contraire signe de dégradation? Comment on a pensé la question de l'évolution et la question de la modernisation, la place du chidouche, du nouveau et du renouveau. Donc, on sera dans le cœur des études pour comprendre comment, dans la vie juive, on articule la volonté de rester fidèle au système et au nom de quoi, au nom de quelle autorité on introduit des choses nouvelles. Très bien. Merci beaucoup, Rivonne, pour cette présentation formidable, très enrichissante et très inspirante. Merci à vous tous d'avoir participé à cette soirée. Vous êtes invités, tous ceux, je vois que certaines personnes sont intéressées par l'idée de l'école rabbinique. J'ai laissé dans le chat mon email et l'école rabbinique est l'école de cadre que nous voulons fonder. Donc tous ceux qui ont des questions, des remarques, des observations, des propositions sont invités à me contacter directement, ou moi et Isabelle. Les choses arriveront à moi nous serons en contact avec vous. Merci beaucoup à tous et bonne nuit et à très bientôt. La semaine prochaine, jeudi prochain, nous ouvrons le cycle de conférences sur la Kabbalah de Shabbat. Ce sera plus un atelier pratique
pour les communautés qui veulent renforcer leur capacité à faire de belles Kabbalot Shabbat. Merci beaucoup et à très bientôt à tous.